Salut, alors aujourd'hui on va s'intéresser à la fabrication des circuits imprimés à la maison et j'ai montré un peu comment j'ai construit, surtout les circuits double face, comment on est sûr à tous les coups d'être parfaitement en face. On va profiter de la nécessité de faire une adaptation pour l'alimentation de la tension de référence du DAC SS. On va profiter de ça comme support d'exemple. Donc j'ai exposé toutes les étapes nécessaires pour avoir un résultat qui tombera pile poil à tous les coups. On est certain d'avoir une réussite à tous les coups. Alors, d'abord, première chose, c'est tout ce qui est, on va dire, circuit imprimé à base de transfert. Déjà, bon, c'est très difficile à trouver maintenant. Les trucs Mécanorma de l'époque, bon, maintenant, c'est très difficile d'en trouver. Mais tout ce qui est méthode avec fer à repasser et puis ces supports spéciaux où on essaye de transférer un truc imprimé à l'imprimante laser sur un circuit avec un fer à repasser, ça, faut oublier. Hein. Si on veut faire des circuits imprimés qui sont un peu sérieux, on oublie ces techniques-là. Elles sont trop aléatoires, elles ne permettent pas d'obtenir quelque chose de fin. Là, j'ai montré la méthode que j'utilise pour faire du CMS. On peut faire du pas de 0,5 avec sans aucun souci. La finesse est très suffisante pour faire à peu près n'importe quoi. Donc, on va d'abord s'intéresser à le choix du support et les types de supports qu'on a à manipuler. Alors là, on va faire le plus simple. Aujourd'hui, on va utiliser du circuit imprimé déjà prêt à l'emploi, présensibilisé. Ça permet d'éviter d'utiliser des bombes de vernis et d'être sûr d'avoir quelque chose qui est parfaitement régulier, etc. Donc ça, c'est la version la plus simple, donc du verre époxy présensibilisé. Ici, on va faire un double face. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est le cas le plus simple. C'est ce que je vais utiliser là. Par contre, je vais quand même montrer ce qu'il faut faire quand on doit utiliser un autre type de circuit, un autre type de support. Alors, je vais donner quelques exemples de supports. Donc, je vais reculer un peu. Voilà. Alors, je vais montrer quelques exemples qu'on peut avoir à faire et qui n'existent pas en version présensibilisée, comme par exemple ici du circuit imprimé flex. Donc c'est un circuit imprimé souple avec du cuivre d'un côté et ici un support Nomex ou support orange qui supporte les hautes températures, hein, ça permet de souder dessus. Ça peut arriver quand on fait des connecteurs. Il peut arriver qu'on ait des stocks de circuits imprimés de toutes sortes qu'on veuille recycler, hein. Ça peut arriver aussi. Alors, il peut arriver aussi qu'on ait des circuits imprimés spéciaux haute fréquence, genre Duroid, comme par exemple ça. Ça c'est du 6010 double face. Le problème c'est que ces circuits-là n'existent pas non plus en présensibilisé, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Alors on a ce genre de truc, beaucoup plus rare ce genre de circuit. Alors c'est pareil, c'est du 6010, sauf que il est sur support aluminium. Donc c'est un aluminium de 3 mm et puis un support Duroid qui est blanc. Hein. C'est un matériau gris très clair, ici monoface, donc sur un support aluminium. Ça c'est plus rare à trouver, mais ça peut être très pratique pour certains trucs qui chauffent. J'ai d'autres types de supports. Donc ça c'est un verre époxy haute fréquence chargé de téflon. Ça, c'est du Duroid, le Rogers habituel, ici en épaisseur de 3,2 mm. Hein, pareil, c'est plutôt rare, mais ça, c'est plutôt robuste. Sachant qu'il faut se méfier des supports téflon, ils sont toujours, à part ceux-là qui sont la fibre de verre chargée, ça, c'est du pur téflon chargé de particules. C'est soit de la céramique chargée de téflon et des choses comme ça, c'est mou. Hein, c'est pas aussi rigide que le verre époxy. Donc, il faut se méfier, surtout quand on utilise des trucs téflon de faible épaisseur. C'est très mou. Hein. On croit que c'est dur parce qu'il y a du cuivre autour, mais une fois que c'est gravé, ça devient beaucoup plus mou. Donc ça, c'est la première chose. Donc, quand on a à réutiliser ce style de circuit non présensibilisé, ben, il n'y a pas 36 solutions. Il y a ce style de produit. Donc, ce sont des résines photosensibles à appliquer dessus. Donc, celle-là, c'est la plus courante, c'est Positive 20 hein, de Contact Chimie. Il est disponible un peu partout et il fonctionne très bien. Donc ça, c'est ce que je conseille d'utiliser comme produit. Un que je déconseille absolument, c'est celui-là, PRP, de chez Electrolube. Alors il y en a un qui fonctionne, c'est l'ancienne formulation qui était violette.
Et ils l'ont changé un jour sans changer l'emballage. Donc en fait la nouvelle formulation est verte. Malheureusement, elle est totalement inutilisable et si on suit la notice, on est certain de ne jamais arriver à quoi que ce soit. C'est impossible à utiliser. En fait, ils ont changé la formulation, mais ils n'ont pas changé la notice. Et donc, en fait, ça ne marche pas. Ils ont publié plus ou moins discrètement la manière de le faire avec la vraie méthodologie pour l'utiliser, mais en fait, c'est un très mauvais vernis, très très fragile, et donc à éviter absolument. Celui-là, c'est plus courant, il faut utiliser ça. Donc, ça, on vaporise sur la plaque et c'est parti. Alors, dit comme ça, c'est très facile, mais il y a des étapes absolument indispensables à respecter si on veut que ça fonctionne. La première étape, alors là, elle est cruciale, absolument cruciale. Si elle n'est pas faite correctement, c'est même pas la peine de continuer. C'est le support doit être propre. Alors quand je dis propre, c'est propre de chez propre. Donc, ce qu'il faut, c'est nettoyer ces plaques-là avec des éponges grattantes comme ça peut être aussi de la paille de fer, hein, quelque chose d'abrasif, utiliser la crème à récurer ou des choses comme ça, très abrasif, et il faut nettoyer, 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 jusqu'à ce que l'eau sur la plaque adhère sur toute la surface, mais pas seulement au milieu, sur toute la surface, même les coins. À partir du moment où l'eau commencera à adhérer là-dessus, ça veut dire que la plaque est propre. Sinon, si l'eau glisse comme, je sais pas, comme de l'eau sur une poêle à frire anti-adhésive, ce n'est pas encore propre. Il faut que l'eau adhère dessus, qu'il y ait un film uniforme qui se fasse sur la plaque. Et c'est long, faut y aller carrément, et il faut persévérer jusqu'à ce que ça se passe comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, qu'on doit faire dès le départ, c'est utiliser des gants. Indispensable d'utiliser des gants quand on manipule les circuits nus comme ça, qu'on va utiliser avec du vernis. C'est même pas la peine d'essayer autrement. La moindre impureté qui va se déposer dessus va interférer de près ou de loin. Donc ça, c'est indispensable. Nettoyage absolument irréprochable des circuits. Une fois que c'est nettoyé, il faut parfaitement rincer. C'est que lorsque c'est parfaitement nettoyé, parfaitement rincé, que l'eau adhère dessus. S'il reste un petit peu de savon ou n'importe quoi, ça glissera. Donc l'indicateur, c'est un film de flotte qui reste sur toute la plaque en permanence. Ça, c'est le critère absolu. Ensuite, une fois que c'est parfaitement rincé, il faut le sécher. Alors, pas de sopalin, un truc comme ça laisse des fibres et tout ça. Le truc que je trouve le plus pratique, c'est la serviette éponge, un peu vieille, mais parfaitement propre, qui ne peluche plus et qui sèche sans problème. Et éventuellement, peut-être un séchoir pour chauffer un peu, pour évaporer, etc. Le but, c'est quand même d'aspirer l'eau et non pas la laisser évaporer, parce que l'eau contient des résidus. Donc il faut plutôt absorber l'eau avec quelque chose de très absorbant et non pelucheux. Les trucs microfibres fonctionnent aussi très bien pour ça. Donc ça, c'est indispensable que ce soit parfaitement sec. Le vernis déteste tout ce qui est gras et humide. Ça, c'est le truc qui fait que ça ne marche pas. Donc ça, c'est obligatoire et c'est vraiment le truc qu'il faut faire. Maintenant, l'application du vernis. Alors l'application, elle est critique si on ne suit pas exactement cette procédure-là. Si on la suit, elle va être sans risque et ce sera nickel. Première chose, quand on fait du double face, on ne fait toujours qu'une face à la fois. On ne fait pas les deux en même temps. Donc on commence par une face. Donc une fois nettoyée, ce qu'on fait, c'est qu'on la met au frais. Il ne faut pas que la plaque soit chaude. Okay ? Il ne faut pas que le vernis s'évapore trop vite, parce qu'il a tendance à sécher très vite, et si on vaporise, on va revaporiser, on va commencer par vaporiser, il y en aura très peu, ça ne va pas être opaque, on ne va pas faire quelque chose de lent comme ça, il ne faut surtout pas, il faut en permanence vaporiser la plaque pour avoir une surface uniforme. Mais quand on vaporise et qu'on arrive au bout et que la plaque est un peu chaude, quand je dis chaude, ça peut être une température 30 degrés ou quelque chose comme ça commence déjà à sécher alors qu'on arrive au bout de la plaque. Et ce que déteste ce vernis, c'est de remettre du vernis frais sur un vernis qui commence à sécher. Ça fait quelque chose qui ne marche pas, ça fait un état de surface avec des tas d'irrégularités et il est inutilisable. Donc moi je conseille de foutre la plaque au frigo, carrément, et ensuite de vaporiser la surface. Une fois qu'on a vaporisé, on met tout de suite quelque chose dessus. Alors j'ai une grosse poêle à frire que je mets dessus, ça peut être n'importe quoi, parce qu'il faut éviter toutes les poussières au maximum. Il y en aura, mais au moins il faut éviter. Donc vaporiser assez vite, tout en se baladant tout le temps, et dès que c'est fini, dès que la couche est uniforme et bien foncée, il ne faut pas en mettre de trop, ça ne sert à rien, on met tout de suite quelque chose pour protéger et on attend que ça sèche.
On attend que ça sèche environ, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes. Histoire de ne plus avoir si quelque chose aille dessus, qu'il ne soit pas collé dessus parce que c'est pas sec. Le but, c'est de protéger. La deuxième étape, lorsque le vernis est à peu près sec, c'est en fait de le chauffer. Il est bien meilleur au niveau du vernis sur sa solidité, sa durabilité, de le passer au four à environ 50-60 degrés. C'est-à-dire position 1 maximum dans le four. Donc une fois qu'il a séché pour ne plus coller aux poussières, il va au four pendant une demi-heure à 40-50 degrés. Voilà. Et là, les derniers résidus vont s'évaporer et après on aura quelque chose qui sera inerte et qui tiendra. Attention à ne pas mettre le truc à la lumière. Donc le four étant noir, bon ça c'est pas un problème. Comme il est toujours protégé par quelque chose au-dessus, c'est pas un problème non plus, donc ça ira. Ensuite, on sort du four, on leur fout au frigo, parce que si on veut faire l'autre face, il ne faut surtout pas revaporiser si la plaque est chaude. Alors là, ce serait pire que tout, parce que c'est sûr que le vernis fera n'importe quoi. Remettre au frais, le tourner et vaporiser, à attendre que ça sèche et remettre au four. Et à chaque fois, lorsqu'on a fini une face qu'elle a refroidi, on met du scotch dessus. Par exemple, un scotch gris, opaque, exactement comme en fait les circuits imprimés du commerce qui sont fournis avec un scotch opaque. Eh bien, une fois qu'on a mis le vernis, qu'il est bien sec sorti du four et que tout a refroidi, on laisse bien reposer. Vaut mieux attendre plus longtemps pour être sûr, alors attendre 1 heure que ça refroidisse, etc. Et après on met du scotch. Le vernis ne s'en ira pas. Hein. Dès qu'on va enlever du scotch, le scotch il viendra pas avec. Si on a un petit peu parano, on peut utiliser du scotch qui s'enlève facilement. Hein. Mais le but c'est de mettre du scotch. Si le scotch qui s'enlève facilement est transparent, ben, au-dessus du scotch qui s'enlève facilement, on met du scotch gris d'emballage, histoire d'avoir une protection. Et après, on fait l'autre côté. Il est très important de protéger. Il n'y a pas que le problème de la lumière, c'est que le vernis sec ne supportera pas d'avoir la moindre impureté d'un vernis qui sort de la bombe. Non seulement ce qui va se passer, c'est que quand on vaporise ici, si la plaque est mince, ça peut couler de l'autre côté. Et si jamais il y a un petit trait de bombe liquide qui déboule ici, en fait ça va se propager et ça va faire des dégâts qui vont rentrer sur la plaque. C'est extrêmement étonnant. Hein. Donc il faut parfaitement protéger la plaque lorsqu'on veut foutre de la bombe de l'autre côté. Une fois que c'est séché, etc., passé au four, refroidi et tout ça, et protégé par un scotch, on peut simplement conserver ces plaques. On peut se passer une après-midi à faire toutes ces plaques pour avoir ça en stock, et puis les conserver exactement comme les plaques qu'on a présensibilisées du commerce. Donc, quand on suit cette procédure-là, on est certain d'avoir des plaques nickel. De toute façon, il y aura forcément des petits défauts, c'est inévitable. Mais ils seront minimisés au maximum et ça ne posera pas de problème à l'utilisation. Il y aura probablement une petite poussière ici ou là, ou des choses comme ça. Après, tout l'art sera de placer les calques qui seront dessus, soit où il y a un défaut, soit le mettre entre deux pistes, là où il sera enlevé, soit le mettre au milieu d'un plan de masse. Là, on pourra mettre un coup de correcteur ou tout comme ça pour boucher le trou qu'il y aurait. Bon, donc ça c'est la procédure. Aujourd'hui, on va faire simple, on va faire comme ça, hein, pour éviter que ça prenne beaucoup de temps. Donc, ça c'est du Bungar, c'est un circuit qu'on trouve dans certains commerces. Il vaut mieux prendre des trucs de marque, hein, et là on sera pas embêté. Celui-là, c'est celui que j'utilise assez souvent, ça marche très bien. On a des pistes fines, on a une grande marge de tolérance et de sécurité sur la révélation, etc. Et on peut faire des pistes fines. Le seul défaut qu'il a, c'est que le contraste est assez faible au niveau du vernis. Ça, c'est le seul problème. C'est difficile de voir quand le vernis a été parfaitement révélé ou pas. Bon, ça, c'est le seul défaut, mais bon, avec de l'habitude, ça marche très bien. Donc ça, c'est prêt. On a notre circuit. Maintenant, bien entendu, il faut faire des calques. Alors ici, j'ai les calques qui sont déjà faits pour le circuit. Alors, on va le faire en double face hein, pour aujourd'hui. Donc, j'utilise habituellement des imprimantes jet d'encre. Donc ça, ce sont des transparents jet d'encre. Hein. Alors, on peut le faire avec du laser, hein, bien entendu, avec le logiciel qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit Eagle, Alcium ou Deep Trace ou tout ce qu'on veut. Je préfère, moi, utiliser du jet d'encre parce que c'est toujours uniforme. Il n'y a pas de problème d'uniformisation de l'encre partout. Sauf bien sûr si les bus sont bouchés.
Le laser, le problème c'est que si l'imprimante laser n'est pas bien, on va dire, entretenue, on va avoir des zones avec des traits, des choses comme ça, et c'est beaucoup plus difficile disons, à manipuler. Après, on peut toujours imprimer en dehors des zones critiques, mais je préfère ça. Alors, j'ai utilisé ici une HP que j'ai jamais essayé jusque-là. Bon, je pense que ça devrait marcher. Avant, j'utilisais de l'Epson, j'avais aucun souci avec. L'encre était bien noire. Il faut mettre au maximum de noir. Hein. Ici, c'est moins opaque qu'avec les imprimantes Epson. Ça, c'est du HP. Hein. Alors, c'est tout en un, c'est une F2004. Hein. Donc là, c'est imprimé, bon, ça devrait aller sans problème. Hein. Sachant que plus ce sera opaque, plus on aura une marge de sécurité sur les durées d'insolation, etc. Et on sera moins tributaire d'un timing très précis. Donc, vaut mieux être le plus noir possible, avoir le plus grand contraste, comme ça on sera sûr de ne pas surinsoler ou des choses comme ça. Donc ça c'est important. Alors quel type de transparent j'utilise? Alors là j'en ai les deux ici, j'ai jamais eu de problème avec les transparents. Donc ici j'en ai un, alors ça c'est le truc qu'on trouve au supermarché, ça c'est du Havry, donc c'est transparent, voilà, ça se trouve partout. On trouve aussi cette marque là qui est Micro Application, c'est pareil, ces deux là fonctionnent parfaitement. Il n'y a pas de souci. Alors il y a une face, hein, évidemment, une face qui est plus rugueuse que l'autre, on l'imprime sur la face rugueuse, hein, et il n'y a pas de souci. Alors première chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la face du dessus, c'est-à-dire la face côté composant, le top layer, doit être imprimé à l'envers, parce que il est là, sauf qu'on doit mettre côté encre sur le circuit, c'est très important. La règle c'est le côté encre doit être en contact avec le circuit. Sinon, si l'encre est à l'extérieur, on a l'épaisseur du film entre le circuit et on risque d'avoir des bords flous. Et les bords flous, si on a des pistes fines, on ne peut pas du tout maîtriser jusqu'où le perchlorure va manger et jusqu'où la révélation va se faire, parce qu'il va y avoir un dégradé. Donc on est certain, lorsqu'on a ça contre le circuit, qu'on n'aura pas des bords flous. C'est très important. Donc ceci dit, bon, il n'y a rien de spécial à ce niveau-là. Hein, après, on prend son logiciel favori, son imprimante favorite, et on imprime, et jusqu'ici, j'ai jamais eu de soucis. Maintenant, la difficulté, c'est, si on veut faire des doubles faces, comment faire pour mettre en vis-à-vis les deux transparents, pour être certain de ne pas avoir de décalage dans les trous. Alors la première chose que je déconseille absolument, c'est de percer le circuit, d'utiliser des trous de perçage pour guider les trucs. Ça ne marche pas parce que lorsqu'on fait des trous dans un circuit, au bord du trou, il se crée des bosses, des bourrelets, des choses comme ça qui empêcheraient le transparent de se coller bien contre le circuit. Comme du même genre que mettre le truc à l'envers, encre à l'extérieur. Donc c'est problématique de percer le circuit. D'autant plus que si le perchlorure passe au travers du trou d'un côté, il risque de s'étaler de l'autre et passer en dessous de la protection. Enfin bon, on peut avoir des soucis. Hein. D'un autre côté, on peut tout à fait percer, non pas tout à fait verticalement, mais un petit peu de côté. Donc avoir des trous de guidage qui sont bien d'un côté, mais pas aussi bien de l'autre. Et là, on risque de mettre toute la feuille mal. Parce qu'il y a un trou qui est parti un petit peu de travers dans le circuit. Il faut bien voir que la précision ici elle est assez grande. Hein. Si on les place bien visuellement, on arrive facilement à une précision du dixième de millimètre sans aucun effort. Et c'est une erreur qu'on peut avoir si on ne perce pas vraiment perpendiculaire à une plaque. Donc le but ici, c'est d'éviter de percer le circuit pour faire l'alignement. Et c'est très très important. Et le but après, c'est que quand c'est prêt, quand le système est prêt pour être insolé, on insole un côté, on retourne en insole de l'autre et c'est bon. Alors, l'avantage de la méthode que je vais expliciter après, c'est que non seulement l'insolation se fait d'un côté et de l'autre et il n'y aura aucun problème d'alignement, mais en plus, si on n'a pas assez insolé et que lorsque le circuit va être révélé, ben, il reste encore du vernis dessus parce qu'on n'est pas fait, on est capable de remettre la plaque exactement où elle était, rinsoler un peu et refaire le développement et continuer le développement. C'est une méthode que j'ai créée à force d'expérimentation et je peux remettre exactement le bout de circuit au même endroit et le rinsoler exactement de la même manière. Donc c'est un gros avantage à ce niveau-là. Donc
je vais montrer un peu la méthode que j'utilise pour mettre ce vis-à-vis transparent et après pouvoir faire des systèmes pour insoler et avoir des trucs parfaitement alignés et à tous les coups avec 100% de garantie de réussite avec très peu de matériel et un peu d'habitude. Ok, alors pour faire son circuit, son sandwich parfait, alors voici le matériel que j'utilise. Il n'y a rien de spécial, il y a juste un peu d'huile de coude la première fois pour fabriquer son truc et après on le réutilise toujours de la même manière. Alors première chose, évidemment, il faut son bloc de verre époxy à peu près aux dimensions. Dimension, un côté qui va servir après quand il sera dans le perchlorure à tenir. Donc il faut prévoir peut-être 1 cm en rab d'un côté et le reste avoir quelques millimètres en plus parce que bon, il y a des problèmes au bord, etc. Pensez à limer les bords parce que quand on scie, il y a tendance à avoir un bec de chaque côté et on n'a pas quelque chose de parfaitement plat. Donc c'est très important d'avoir toujours une surface parfaitement plane. Donc il faut biseauter les côtés à la lime. Très important. Donc pour couper, alors là, scie à métaux et il n'y a rien de tel que ça pour couper le circuit verre époxy. Surtout que c'est un truc très abrasif et très dur. Donc ça marche très bien. Une bonne scie à métaux, ne pas acheter des merdes à 2 francs 6 sous et des lames de merde pas chères. Un truc Facom avec des bonnes lames et ça dure toute une vie. C'est une mauvaise économie d'acheter une scie à métaux de mauvaise qualité. Ça, c'est du vécu. Bon, alors de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de scotch. Ok, scotch normal. Du double face. L'outil qui est le cœur du système, une perforeuse, une simple perforeuse de trou. Très important, c'est ça qui va faire le tout. Alors bien sûr, on aura besoin de l'eau transparente. Alors j'utilise des gants parce que les transparents ont tendance à prendre de la poussière, à prendre les traces de doigts. D'ailleurs, on en a déjà dessus. Faut enlever un peu la poudre qu'il y a dessus parce que ça a tendance à se mettre dessus. Hein. Ça charge vite en électricité statique. Bon, faut que ça reste à peu près propre. Il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, quelques morceaux de bois. Alors on peut utiliser des chutes de verre époxy évidemment. J'utilise du bois de modélisme de 1,5 mm. Ce qui compte, c'est que ce soit la même épaisseur que le verre époxy qu'on utilise. Hein. Ce qui compte, c'est qui est à peu près la même épaisseur. Alors, des chutes de verre époxy peuvent très bien aller, hein, mais le bois là, on peut en acheter une planche pour tous ses besoins. Ça existe en 1,5, 1, 0,8, etc. Tout à peu près l'équivalent des épaisseurs du verre époxy. Alors pour ça, donc 3 petits bouts de bois, un qui correspond à une grande largeur à peu près, et 2 qui correspondent aux côtés. Plus petit, hein, voilà. Donc la première chose qu'il faut faire sur ça, c'est de prendre ces petits bouts de bois et de mettre de l'adhésif double face dessus. Alors ça c'est facile, hein, il suffit bien sûr, avec les gants c'est beaucoup plus difficile. Donc, je le ferai tout à l'heure, je les préparerai, mais l'idée c'est déjà de mettre du double face sur ces petits bouts de bois, voilà, qu'on va utiliser. Alors, comment créer le sandwich de telle sorte que tout soit nickel? Alors, il y a besoin donc des transparents et il y a besoin de ce style de montage fait à la main. Ce sont 2 planches de bois avec ici des picots. Il faut mesurer l'écartement des trous de la perforeuse. Alors toutes les perforeuses n'ont pas exactement l'écartement, ce qui compte c'est quand même que ce soit précis. Hein. Donc il faut bien mesurer, prendre une feuille, faire des trous bien mesurés. Et le but c'est de les reporter sur 2 bouts de bois. Et mettre, ici c'est des picots de 5 mm je crois, c'est du 5 je crois, de tête, c'est bien du, ouais, c'est du 6 même, du 5,5 ou quelque chose comme ça. Ce qui compte c'est que ce soit légèrement, très légèrement plus grand que le trou, ce qui évite d'avoir du jeu. Le but c'est que quand je vais faire des trous dans les transparents, que ça s'ajuste parfaitement sur les picots, qu'il n'y ait pas de bosse entre les deux, que ce soit parfaitement aligné et que ça, à la limite il faille les rentrer de force. Le but c'est qu'il n'y ait pas de jeu là. Hein. Donc, alors l'écartement, qu'est-ce que j'ai fait ça de telle sorte que soit je prends du A4, alors ça c'est une feuille A4 qui a été coupée en 2, soit je prends du A4 et je me mets comme ça, et ça a la largeur d'une feuille A4, c'est-à-dire que les picots vont de chaque côté de la feuille, soit quand je prends une feuille coupée en 2, c'est-à-dire du A5, je me mets comme ça et je suis du même genre.
C'est-à-dire que les picots vont de chaque côté de la feuille avec le truc au milieu. Voilà, c'est juste comme ça que c'est mis, hein, de telle sorte que ça reste ça. Donc, l'important c'est que l'écartement soit vraiment comme celui de la perforeuse. Il faut mieux s'y reprendre en plusieurs fois et être bien sûr que c'est pas forcément parfaitement parallèle. Il y en a un qui peut être légèrement comme ça. Après, bon, les planches peuvent être comme ça s'ils sont bien alignés. C'est pas très grave. C'est pour ça que c'est coupé. C'est parce que quand on va faire des trous de chaque côté du truc, les trous vont pas forcément être super alignés et tout. On va en mettre un à côté, un de l'autre. Et puis en fait, les deux planches vont pouvoir se mettre correctement. Et on va pouvoir les mettre de telle sorte que ça se tende. Donc, ce qui compte, c'est surtout l'écartement. C'est pas trop le fait que ce soit comme ça. Hein. Alors, comment on va faire? Alors, première chose, on n'en a pas besoin pour l'instant. Le but, c'est de faire un sandwich des deux feuilles. Donc, mettre le côté encre en vis-à-vis, les aligner parfaitement. Donc, on va commencer par mettre un ruban de scotch sur un côté. Ok. Donc, on va mettre le côté l'encre en dessous. Et on va simplement, alors c'est difficile avec des gants de faire ça, hein, on va le mettre à moitié sur la feuille, de telle sorte que il y ait de la partie adhésive de l'autre. Donc on a le scotch qui est mis à moitié sur la feuille. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met les feuilles en vis-à-vis. Parfaitement, alors c'est là que est conditionnée la qualité du centrage. Donc on prend la feuille avec le scotch qu'on vient de faire, on la met en dessous. Ensuite, on met l'autre feuille au-dessus et on aligne. Donc, c'est très facile à faire si on prend quelque chose de clair. Donc là, je vais prendre la planche. C'est beaucoup plus facile de voir l'alignement lorsqu'on le fait à l'œil. Alors, on peut être extrêmement précis. On voit tout de suite quand c'est aligné ou pas hein, par rapport au dessin. C'est vraiment très facile d'aligner. Alors, toute la précision va être à ce moment-là, à l'étape de maintenant. C'est maintenant que tout se joue. Donc la qualité de l'alignement qu'on aura là va conditionner la qualité finale du truc. C'est très facile d'aligner et une fois que c'est aligné, il suffit d'appuyer à la main dessus et de rabattre le scotch de l'autre côté. Bon là j'ai pas mis énormément de scotch, mais ce qui compte c'est qu'il y en ait dessus. Ce qui compte c'est de rabattre le scotch sans bouger et de telle sorte que les deux feuilles soient parfaitement collées entre elles. Ok. Donc là on a mis le scotch de chaque côté et les feuilles sont parfaitement centrées. Donc, là, on est bon, on est parfaitement mis. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la perforeuse et on va trouer. Comme les feuilles sont parfaitement mises l'une en face de l'autre, les trous vont être parfaitement mis à l'endroit qu'il faut pour que les deux feuilles soient parfaitement l'une en face de l'autre. Donc, le fait de mettre les deux feuilles comme ça dans les picots, hein, dans les picots ici, fait que automatiquement les deux feuilles seront parfaitement orientées et l'une au-dessus de l'autre. Donc ce qu'on va faire c'est que on va faire de l'autre côté pareil. Donc on va prendre de l'autre côté hein, l'alignement et de toute façon ça ne bouge pas. Si on a bien appuyé dessus et qu'on a bien mis le scotch, c'est nickel. De toute façon on le voit après en prenant la feuille, tout est parfaitement aligné. Alors ce qu'on fait de l'autre côté c'est qu'on va faire les trous d'en face. Alors toujours bien mettre à plat pour être sûr de ne pas avoir bougé. On met bien à plat, on prend la perforeuse et on fait les trous de l'autre côté. Alors il faut bien attention de ne pas... Alors bien sûr j'ai un ici. Voilà. Donc il faut surtout pas forcer, il faut que ça se place tout seul, faut pas que ça déforme. Et après, hop, voilà. Donc on se retrouve avec des transparents, avec des trous qui sont parfaitement alignés. Et maintenant le fait carrément de couper le scotch là et de mettre les transparents directement sur les picots ici, vont automatiquement centrer les deux feuilles et elles sont toujours couplées par paire via ces trous de centrage on va dire. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par mettre, on va prendre le premier bout de bois, on va mettre le transparent comme ça sur les picots. Voilà, hop, les picots. Donc on vérifie toujours que le dessin est parfaitement fait. Et maintenant, on va ouvrir
Alors attention à ce que l'encre ne colle pas, il faut qu'elle soit parfaitement sèche. Je conseille d'attendre la journée, d'attendre le lendemain avant d'utiliser parce que les encres mettent du temps. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir là. Alors je vais me mettre un peu mieux devant la caméra, voilà. Donc là, j'ai ouvert. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer le circuit dessus. Ok. Sachant que ici, de toute façon, ça va être, on va dire, collé sur 3 côtés. Alors j'ai pris dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire que le circuit, on va le glisser comme ça dedans et on va l'enlever comme ça. Alors comme on va le faire comme ça, comme il est découpé approximativement, il y aura toujours, il sera pas, bon, soit il est super parallèle parce qu'on s'est fait chier à bien le faire, ce qui sert à rien, soit il est légèrement en trapèze. Dans ce cas-là, on fait rentrer bien sûr le bord le plus court d'abord, ce qui fait que ça rentre assez bien et après on peut l'enlever assez bien. Donc le but c'est de placer le circuit correctement, comme ça, et après de plaquer contre le circuit les petits bouts de bois qui ont été mis avec du double face. Voilà. Donc ils vont être collés ici. Et après, on enlèvera le double face de ce côté-là et on va rabattre ça en le tenant sur les 2 autres picots en face, histoire de bien forcer le centrage du truc. L'avantage de mettre quelque chose d'épais autour du truc fait que on va avoir quelque chose qui va suivre la plaque d'une manière continue. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de déformation au niveau de l'entrée de la plaque. On minimise le fait que, par exemple, la feuille du bas pourrait rester plate et la feuille du haut fasse une bosse comme ça. En fait, le but ici, c'est que les 2 feuilles se séparent en même temps et reviennent en même temps. Sinon, on risque d'avoir un décalage entre les deux parce que si on a une qui fait une bosse, le motif va être décalé parce qu'il y aura un chemin plus grand d'un côté que de l'autre. Donc ça minimise autour du truc l'erreur qu'il peut y avoir en placement. Le fait de le remettre de l'autre côté et de le faire et de tendre ici, alors je vais mettre cette feuille-là ici pour le préparer, je vais le mettre là, voilà. Ici, je le mets bien contre le bout de bois et après, avec le bout de bois, je peux tendre la feuille très bien. Et l'autre va se mettre directement dessus et de fait, le fait de tendre les 2 en même temps et avoir ça fera que les 2 vont faire un sandwich qui va se séparer en même temps et non pas avoir une feuille qui reste plate et l'autre qui va faire une bosse. Le but, c'est que les 2 se séparent en même temps et que ça fasse en gros 2 bosses, quoi. Là, c'est le but. À partir de ce moment-là, on est certain qu'on sera bien aligné. Et le fait que les 2 feuilles vont être collées à ce niveau-là forcera le centrage à être forcément bon dans cette zone-là. Qu'importe ce qu'il y a à l'extérieur. Et même on pourra couper à l'extérieur, enlever tout ce qu'on veut. Le centrage sera toujours bon à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face autour. Et puis on va le rabattre et ce sera prêt. Donc j'ai coupé les trucs et j'ai mis du double face dessus. Donc c'est juste mis comme ça. Donc ici, il est important quand même de bien placer le truc. Alors comme il faut, ici je vais prendre ce bout là un petit peu plus pour pouvoir tenir le circuit lorsqu'il sera dans le perchlorure. Je l'ai placé de telle sorte qu'il y ait quelques millimètres de chaque côté autour. Et voilà. Donc on va commencer par placer le fond, celui-là. Donc on décolle le premier truc de double face. Bon, c'est pas toujours facile, mais on met le double face, on tient la feuille, enfin on tient le circuit et on le met bien contre de telle sorte que vraiment il y a un contact réel entre le circuit et le truc. Ensuite on fait pareil pour les 2 autres côtés, sachant que je vais l'enlever et le remettre comme ça. Donc je le mets petit côté vers le fond, comme ça je peux l'enlever et le remettre facilement. Sinon autrement on ne pourra pas l'enlever. Donc là, je n'ai pas enlevé la protection, hein, parce que moi, mon but, c'est déjà de mettre ça autour. Et j'enlèverai la protection au dernier moment, quand je le mettrai dedans, et il passera à la soleuse. Donc là, je prépare juste la fixation des 2 autres. Alors c'est plus facile avec une lame de cutter d'enlever la protection. Donc comme toujours, hein, il faut bien tenir la plaque pour qu'elle ne bouge pas. Et on le met de telle sorte qu'elle soit bien en contact.
Et c'est ça le secret, c'est qu'il n'y ait aucun jeu entre le circuit et les trucs qui tiennent. Comme ça, si on n'a pas assez assolé, on peut remettre le circuit et il n'y aura aucune erreur de repositionnement pour repasser à l'insoleuse si on ne l'a pas insolé suffisamment. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. C'est qu'on n'insole pas assez et on n'arrive pas à révéler complètement la plaque. Donc, le problème, c'est que quand on est dans une situation comme ça, qu'on ne peut pas le remettre, eh ben, on est obligé de mettre de l'acétone, d'enlever le vernis et d'en remettre. Et ça, c'est le problème. Donc voilà, la plaque est mise avec ces trucs autour. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la feuille dessus de telle sorte qu'elle soit collée sur ces plaques-là. Donc là, on enlève les protections. Voilà. On laisse la plaque dedans. Et là, alors là, c'est un petit peu délicat. Il faut remettre, alors éviter, il faut bien tirer de telle sorte que la feuille ne soit pas en contact avec le double face. Il faut le mettre dans les trous, tendre le truc et après appuyer de telle sorte que on soit parfaitement centré et que les trous guident le truc. Une fois qu'on est bien mis, qu'on est bien à plat, il suffit de mettre et on est certain qu'on sera pile poil. Voilà. Et là, on a un positionnement qui est nickel. Alors ici, ma plaque est légèrement un peu petite, donc j'ai bouffé un petit peu là, mais c'est pas bien grave. Hein, après, hein. C'est parce que comme c'est une chute et qu'elle est exactement à la dimension. Normalement, quand on coupe quelque chose, on le coupe avec quand même de la marge de sécurité autour. Ici, je suis un peu juste, mais bon, c'est pas bien grave. Ça tiendra très bien comme ça. Parce que là, c'est un proto pour essayer quelque chose. Donc le but, c'est pas d'être d'une qualité non plus exacte. Mais bon, c'est quand même pas mal de faire quelque chose, d'avoir la possibilité de faire quelque chose de propre directement. Donc voilà, là, c'est bien mis. Donc là, on appuie bien. On fait de telle sorte que ce soit parfaitement mis. Et maintenant, en fait, on peut manipuler ça comme une poche et qui est parfaitement aligné. Et on est certain que le circuit, il y aura des trous qui vont être en concordance. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller le chercher, l'enlever, voilà, et le remettre. On a une poche. Et là, on peut l'enlever, et puis voilà. Voilà, on a une poche qui permet de faire des circuits. Après, si on veut les faire en série, bon, il vaut mieux avoir quelque chose de parfaitement droit et de tailler des pièces qui sont toutes pareilles. Sinon, là, je l'ai adapté à ce truc-là. Bon, comme je vais en faire qu'une, c'est pas bien grave. Sinon, bon, faut faire de telle sorte qu'on puisse en faire plusieurs à la queue leu. Mais le fait que, même si c'est droit, le fait de mettre des trucs bien plaqués contre fait que ça va rentrer de force et ça va buter au fond et on va toujours se repositionner de la même manière. Donc voilà ici la méthode que j'utilise pour faire ces sandwichs double face. Quand on est en simple face, eh ben, il suffit simplement de mettre le circuit transparent dans la soleuse, côté encre vers le haut, foutre sa plaque dessus et insoler. Il n'y a pas de problème. Sauf que là, en double face, je fais comme ça, je mets le truc, alors j'enlève les protections, je mets le truc, je vais à la soleuse, je retourne, je mets à la soleuse et c'est fini. Donc voilà la méthode que j'utilise pour faire des double faces. Alors, maintenant, le plus dur est fait. Hein. Il ne reste plus qu'à prendre l'insoleuse et révéler le circuit. Alors, j'utilise ça. C'est vraiment l'insoleuse la moins chère qu'on puisse trouver. C'est la fameuse valise qu'on trouve un peu partout. Ça marche très bien. Hein, ça marche très bien. Hein, et on peut... Ce sont des tubes fluorescents. Voilà. Donc, il y a 4 tubes. Donc, c'est assez efficace et assez rapide. Hein. Voilà. Donc, il suffit de mettre ça dessus. La mousse est importante sur le couvercle. Il y a la mousse sur le couvercle ici qui appuie bien. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir le contact maximum entre la plaque et l'encre pour qu'il n'y ait absolument aucun jeu. Donc, ici, pour le Bungar, je l'ai noté, ici, c'est 2 minutes 15. Bon, 2 minutes 15, 2 minutes 30. C'est la durée avec cet appareil-là pour révéler ce style de circuit imprimé. C'est ce qu'il faut. Donc, ça, il n'y a pas de secret. Donc, 2 minutes 15, 2 minutes 30. Hop, on retourne. 2 minutes 15, 2 minutes 30. Et voilà, on enlève.
et on met au noir le temps de révéler. Maintenant, la révélation, si je puis dire, alors là, il y a une subtilité quelque part, parce que révéler le truc peut se transformer en cauchemar, parce que on utilise des produits trop alcalins. Alors, habituellement, pour révéler des circuits, on dit 7 grammes de soude dans 1 litre d'eau. Le problème, c'est que la marge de sécurité est très faible, est vachement faible dans ce cas-là. Et si le circuit est un petit peu surinsolé ou une résine un peu fragile, on a bouffé tout le circuit, il faut tout recommencer. Ça, c'est le souci. Alors, il existe un révélateur qui est plus faible que la soude et qui permet d'avoir une beaucoup plus grande marge de sécurité et de jamais, sauf vraiment en cas de grosse bourde, ne jamais révéler tout le circuit. Alors, c'est un produit. Alors, où est-ce qu'il est passé celui-là? C'est que je l'ai mis. Voilà, c'est ce que j'utilise. C'est ce produit-là. Alors, c'est un développeur universel qui est beaucoup plus doux. Alors ça, on peut l'obtenir un peu partout. Alors, je ne sais pas qui fabrique ça. Ah si, Mega Electronics. C'est le métasilicate de sodium. C'est un substitut à la soude caustique. Hein. Et ça, c'est plus faible. On peut le doser plus ou moins fort. Et c'est beaucoup plus difficile de bouffer le révélateur avec ce produit-là. Bon, si on n'a pas le choix, la soude caustique fonctionne très bien, mais il faut faire des essais avant. Alors, les circuits imprimés SIF fonctionnent très bien avec leur dosette de révélateur qui n'est que de la soude caustique, hein, 7 grammes par litre, ça marche très bien. Ça marche aussi. Le Bunga, on peut utiliser de la soude caustique sans problème. Bon, j'utilise l'autre pour des raisons pratiques, parce que j'ai fait des essais et puis c'est universel, surtout avec ça. Ça marche très bien avec ça. Donc je conseille d'utiliser ces révélateurs plus adaptés et moins alcalins que les autres et moins sensibles au dosage. Le problème de la soude caustique, c'est un petit peu trop et ça bouffe tout. Et pas assez, ça ne développe pas. C'est ça le problème. Alors que ça, on peut à la limite surdoser, ça ira que un peu plus vite. C'est tout. C'est difficile de tout bouffer avec ça. Les marges de sécurité sont plus grandes. En fait, c'est ça qui fait peur à ceux qui veulent faire du circuit imprimé de ce genre, c'est qu'on n'a aucune idée des marges de sécurité qu'on a lorsqu'on va révéler et développer, insoler et développer le circuit. Et avec ça, avec des imprimantes à jet d'encre sur des transparents mis au noir maximum et avec ce style de développeur, on a les plus grandes sécurités disponibles pour ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que bon, je vais pouvoir insoler. Hein. On va insoler tout de suite. Il faut juste une montre. Alors, je dois avoir un réveil qui traîne par là. Puis voilà. Puis... Alors, la première chose à faire, c'est de faire chauffer l'insoleuse. Parce que les tubes émettent peu au départ et chauffent et l'intensité lumineuse augmente. Le mercure se vaporise dans le tube et devient de plus en plus émissif. Donc il faut faire chauffer les tubes avant. Sinon, 2 minutes d'un côté et 2 minutes de l'autre, il y en a un qui va être plus insolé que l'autre. Et ça, c'est important. Surtout que les durées sont courtes. Et avec des tubes froids, il faudrait monter à 3 minutes, quelque chose comme ça. Et à 2 minutes 15, on a des chances que le truc ne se révèle pas. Et ça, c'est un problème. Donc, il faut absolument faire chauffer le truc insolé avant. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est placer le circuit. Donc, il faut d'abord enlever la protection, évidemment. Ah, il y a de la colle dessus. Donc, nettoyer la colle qui pourrait y faire. Bon, je vais aller nettoyer ça. Et après, le glisser dans le sandwich, quoi. Bon, ça, ces vernis, ces vernis là sont robustes. Hein. C'est assez robuste. Donc ça se nettoie bien à l'eau et au savon. Là, c'est ce que je vais faire. J'ai nettoyé ça à l'eau, au savon, le mettre dedans et puis on va insoler juste derrière. Donc voilà, le circuit a été mis dans sa poche. Bien poussé au fond pour que ce soit bien bloqué. Il n'y a aucun jeu ni rien. Donc là, l'appareil est chaud, si je puis dire. On va glisser ça, donc en gros 2 minutes 15, 2 minutes 30. Donc avec ça, on se prend
une grosse horloge. Et puis on passe d'un côté et on retourne de l'autre. Donc là, je me fie à ici 20. Donc voilà, on y va. On met ça là-dedans. 2 minutes 30. Donc et voilà, 2 minutes et demie de chaque côté et c'est prêt. Donc maintenant, le circuit est révélé. On peut le sortir. Le problème, c'est qu'on a très peu de contraste avec cette résine et c'est ça qui est problématique. Ça, c'est le défaut que j'ai avec cette résine-là, c'est qu'on ne voit pas très bien le contraste du truc. Donc bon, maintenant, on va la passer au révélateur et on va pouvoir graver notre circuit. Ok, donc ici j'ai fait 200 grammes d'eau avec 10 grammes de révélateur, hein, selon ce qu'ils préconisent comme quantité. Indispensable d'avoir une balance, hein, pour mesurer tout ça. Donc j'ai mis de la flotte un peu partout. Donc j'ai mis le circuit dedans. Donc on voit au bout d'une minute, hein, il est révélé. Hein, ça se voit assez bien. Hein, ça part quand même. C'est assez rapide. Hein, avec ce temps d'insolation, ça va assez bien. Il ne faut pas laisser trop longtemps. Vaut mieux sous-doser légèrement ça plutôt que d'en mettre plus. Comme ça, on maîtrise bien ce qui se passe. Donc voilà, le circuit est révélé. Donc il n'y a plus qu'à le mettre sous le perchlorure et c'est fini. Donc là, on voit que j'ai essentiellement des plans de masse. C'est pour ça qu'on ne voyait pas vraiment lorsque c'est sorti des UV, on voyait pas vraiment le motif parce que c'est essentiellement des plans de masse. Et sinon, ben voilà, le truc est fait et il n'y a aucun défaut dessus. On a exactement ce qu'il faut au niveau des traces, etc. Et c'est prêt à être utilisé. Alors l'avantage de ce produit, c'est que il est beaucoup moins corrosif que la soude caustique. Il est beaucoup moins polluant et il est plutôt neutre. Il n'est pas toxique. Hein, c'est une base faible. Et donc il y a tout intérêt à utiliser ça. Hein, c'est chez Mega Electronics. Hein, ça s'achète en Angleterre, ça peut s'acheter en ligne. 500 grammes. C'est bon pour 10 litres. Hein, et sachant que il faut en faire le moins possible. Hein, ce qui compte, c'est juste que la plaque soit immergée. Hein, il n'y a pas besoin d'en faire des quantités astronomiques. On peut surdoser ce truc-là jusqu'à 2 fois pour aller plus vite, mais je ne le conseille pas. Mettre la dose, voire un petit peu moins que la dose normale, permet de faire lentement mais sûrement. Il faut masser le circuit pendant qu'il se fait, avec un gant en latex comme ça. Hein, et ça permet de maîtriser vraiment ce qui se passe et d'atteindre quelque chose qui va progressivement. Il vaut mieux que ce soit lent et maîtrisé plutôt que rapide et aller trop vite. Parce que le temps de sortir le truc et d'aller sous le robinet pour neutraliser, on peut, si la solution est trop concentrée, commencer à bouffer ce qui n'a pas été exposé et se retrouver avec quelque chose qui est raté à quelques secondes près. Parce que quand c'est un peu surdosé, c'est à la seconde que ça se passe. Donc il faut vraiment faire attention, il vaut mieux sous-doser légèrement et y aller progressivement. Donc là, on a le circuit qui est prêt. Hein. Il n'y a plus qu'à le passer au perchlorure. Alors c'est la partie dégueulasse et il n'y a aucun secret spécialement. Puis voilà, et dès que c'est passé, c'est fini. Alors juste pour finir sur le perchlorure, j'utilise, pareil, hein, comme l'insoleuse extrêmement connue qu'on voit un peu partout. Alors elle a bien servi. Alors j'utilise ces trucs en plastique fournis pour pas cher dans les magasins d'électronique. Alors c'est un bloc en plastique soudé. Une pompe ici pour envoyer des bulles d'air pour faire agiter le perchlorure. Alors c'est une simple truc à aquarium. On voit qu'ils sont fournis chez les fournisseurs de matériel d'aquarium parce qu'après il y a la résistance chauffante pour que ça aille beaucoup plus vite. Et pareil, c'est un truc d'aquarium, ça. Donc ça se met d'un côté, ça se prend. Ça se met de l'autre. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'à l'origine, ils fournissent un simple tuyau qui se branche sur la pompe, hein, qui se branche ici. C'est un simple tuyau. Et le tuyau, on le fait pendre d'un côté et on le fait descendre là, histoire de faire agiter. Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout.
Et il ne faut pas faire ça parce que on se retrouve avec le piège du tourbillon. Le problème, c'est que le tuyau, il envoie de l'air comme ça et le perchlorure tourne comme ça. Et il ne bouge pas au milieu. Et quand on a une plaque au milieu, en fait, ça ne bouffe pas parce que le perchlorure se retrouve saturé en cuivre au milieu et ça met beaucoup plus longtemps à bouffer au milieu qu'aux extrémités. Donc il ne faut pas utiliser ça. Alors le moyen que j'ai trouvé de faire, c'est de faire un U comme ça, en plastique. J'ai fait un plastique, je l'ai chauffé un peu pour le tordre et j'ai fait des petits trous en bas, tout le long là. Et la pompe, elle contient deux sorties d'air. En fait, ils sont en alternance, hein, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Donc ça, et en fait, je mets chaque bout de tuyau, ça c'est le tuyau qui était fourni et qui était recyclé, chaque bout de chaque côté sur les deux trous de la pompe. Et donc en fait, ça fait un flux de bulles. Ça fait toute la largeur. Ça fait un flux de bulles tout le long qui monte comme ça. Et là, la gravure, en plus, sachant que le perchlorure est chauffé ici au 40-45 degrés, quelque chose comme ça, en fait, ça bouffe le perchlorure. Le perchlorure bouffe un circuit en 5 minutes, quoi. Ça va très très vite. C'est vraiment. Donc, faut d'abord le faire chauffer, faire les bulles, le faire chauffer. On a un indicateur ici thermique qui change de couleur jusqu'à je sais plus combien de degrés, mais on le fait aller à fond. Et après, on plonge la plaque avec les bulles qui font et on se retrouve à graver en 5-10 minutes maximum. De toute façon, et comme c'est bien régulier, dès que c'est fini, on sort, on nettoie et c'est réglé. Le seul défaut de ça, c'est que c'est vraiment dégueulasse. Le perchlorure, c'est une calamité. Alors, on peut utiliser du persulfate d'ammonium dans le même contexte parce que la température sera probablement suffisante. Je pense qu'on peut atteindre facilement les 40 degrés avec ça. Donc, si on veut utiliser du persulfate, c'est un petit peu mieux que le perchlorure de fer, qui est vraiment un truc dégueulasse, quoi. Mais bon, le perchlorure de fer, il ne faut pas le jeter à l'évier comme ça. Hein. Il faut le neutraliser si on veut le jeter. Alors, comment on neutralise ça? Alors, il y a des kits de neutralisation qui ne sont rien d'autre que de la soude caustique. Et en fait, on fait un mélange 1-1 de perchlorure de fer et de soude caustique, et ça fait une boue de cuivre neutre qui ne pollue plus. Donc en fait, c'est une boue qui peut être épandue. Hein, c'est comme ça qu'ils le recyclent, hein, d'ailleurs. Et en sortie, on a de l'eau salée, tout simplement. On se retrouve avec du chlorure de sodium et une boue inerte de cuivre insoluble, donc qui n'est plus polluante. Et il faut absolument, quand on a des stocks de perchlorure, il faut les amener dans des déchetteries. Il ne faut pas jeter ça dans l'évier, ni dans la nature, ni quoi que ce soit, parce qu'en l'état, c'est ultra polluant. Et c'est vraiment dégueulasse. Donc il faut vraiment faire gaffe. Alors ce que j'ai un gros jerrycan dans lequel j'accumule le perchlorure, et à la fin, je l'emmène à la déchetterie, et eux, ils le neutralisent. C'est un composant chimique qu'ils ont l'habitude de neutraliser. Mais si on veut le neutraliser soi-même, il suffit d'avoir de la soude caustique. Alors, avec toutes les précautions à prendre, hein, on ne met jamais de l'eau sur de la soude caustique comme ça, on fait le contraire. Enfin bon, c'est tout un art, il faut vraiment se méfier, parce qu'on mélange une base à un acide, ça peut être dangereux. Donc, il faut prendre des gants, des lunettes, faire ça dans des grosses bassines en plastique, éloigner de tout. Donc, bon, vaut mieux envoyer ça à la déchetterie qui fera le recyclage elle-même. Néanmoins, bon, il est hors de question de jeter du perchlorure dans la nature ou dans les éviers ou tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, donc là, il n'y a rien de plus à dire que ça. Bon, là, je vais le faire chauffer dans un coin, je vais le graver, puis après, ce sera fini. On pourra faire notre proto de ça, et on pourra mesurer. Prochain épisode, donc là, je vais le graver, je vais le percer, et puis on mettre les composants dessus, montrer le schéma, et puis on fera des mesures de ce truc. Et puis éventuellement, s'il y a des gens qui seraient intéressés, je pourrais éventuellement graver quelques circuits pour ceux qui voudraient. Le but ici, c'est que le circuit, en fait, aille sur la plaque. Les deux trous ici sont recyclés. Et en fait, ça va prendre... On enlève le condensateur ici, on enlève le régulateur, on enlève le condensateur là. Et en fait, ça va se planter sur le condensateur là, va passer sur la plaque. Le régulateur va passer sur la plaque. Et la plaque va revenir... va prendre la masse, hein, il y a la masse ici, le plus, et il va redescendre sur le condensateur ici. Donc il va recycler cette zone-là qui va être vidée. Il y a juste, parce que ce point-là est un petit peu dans le condensateur ici, il y aura juste à creuser le circuit un petit peu, histoire qu'il vienne se mettre contre ici les condensateurs chimiques qui prennent de la place. Donc voilà, il y a juste ça à creuser au niveau du circuit, mais sinon il va se mettre là. D'ailleurs je ne sais même pas où il est. Ah, il est là. Donc lui, il va se mettre là.
Bon, là, il est plus grand, hein, donc il va être pendu comme ça. C'est pour ça que j'ai une plage de cuivre plus importante en haut. Et en fait, il va se mettre comme ça. Donc, comme ça. Non, comme ça, voilà. Il va se mettre comme ça, dessus. Alors, on ne voit pas bien, voilà. Il va se mettre comme ça, dessus, hors trou, etc. Puis voilà, il sera mis juste au-dessus avec un ampli-lobe et quelques conneries. Donc voilà, la suite d'un autre épisode avec ça remonté et tout ça, puis on vérifiera que ça marche bien, et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'était faire son circuit imprimé à la maison. Ce qui est intéressant quand on veut faire des protos dans l'heure, parce qu'il faut pas, quand on a l'habitude, ça va vite de faire ça. Ça va vite de faire son circuit. En quelques heures, c'est terminé. Ça permet de faire tout de suite des protos en double face, voire même en un peu plus. J'ai fait une fois un prototype à triple face. D'ailleurs, je dois l'avoir par là. Je vais le montrer si je le retrouve. Ah, voilà. Alors ça, c'est un exemple de circuit triple face avec deux plaques l'une au-dessus de l'autre. Fait avec cette méthode-là. Hein. Donc, on peut voir ici... on peut voir tous les côtés CMS, tous les trucs. Il y a trois faces. Alors c'est difficile de voir, il y a certaines zones qui sont percées, comme ici et là. On atteint la face d'en dessous, donc il y a des systèmes de passage d'une couche à l'autre. Bon là c'est pour vraiment faire des protos à trois faces. Bon c'est un peu lourd, hein. C'est chiant à faire, mais on peut même faire des protos de ce genre. Après, bon, quand on veut faire du 4 faces et trucs comme ça, évidemment, on route, on fait ces trucs, on envoie les fichiers Gerber à un fabricant en Chine ou un truc comme ça pour faire ses protos et ça va. Mais si on fait du double face, on peut le faire à la maison beaucoup plus vite. Et une fois que c'est au point, on va pouvoir après faire des petites productions réelles avec des trous métallisés, etc. Mais quand on fait de l'électronique, faire ces circuits imprimés, c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore remplaçable au niveau rapidité, mise au point, etc. Donc, l'investissement est assez faible. Hein, il suffit d'avoir sa machine à graver. La bassine où on fait flotter le truc, faut oublier. Hein, faut pas mettre ça. C'est n'importe quoi. Vaut mieux investir dans ça. Quitte à se la fabriquer soi-même. Hein, on peut fabriquer un truc. Utiliser ça. La machine à insoler avec des LED ultraviolettes. On pourrait faire une surface, un circuit imprimé complet avec des LED ultraviolettes pour insoler. On peut trouver des insoleuses d'occasion sur le Bon Coin, un truc comme ça. On peut trouver des tas de trucs hein, pour faire son petit labo. Quelques produits chimiques, donc du révélateur, éventuellement du positif 20 si on fait des trucs un peu spéciaux, et éventuellement des plaques présensibilisées. Alors attention, un dernier truc, si on veut faire justement, si on veut faire des protos sur des trucs comme ça, donc sur du circuit avec support aluminium, quand ça passe au perchlorure, faut être vraiment 100% sûr et certain que l'aluminium est complètement protégé, qu'il n'y ait pas une goutte de perchlore qui vienne là-dessus, parce qu'alors là, la réaction va être explosive. Enfin, ça va en foutre partout, ça va foutre des gaz polluants et asphyxiants, ça va bouillir. Donc ça, attention, je pense qu'il vaut mieux utiliser du persulfate d'ammonium dans ce cas-là, et vraiment bien protéger l'aluminium. Hein. Bon, ça c'est plus anecdotique, mais on ne met pas une plaque comme ça dans le perchlore une fois que c'est révélé. Alors si on veut vraiment faire une catastrophe, le perchlorure avec l'aluminium, alors là c'est attention les yeux. Hors de question de mettre du perchlorure qui réagit très très bien avec ces trucs-là. Hein. Surtout l'aluminium. L'aluminium c'est quelque chose qui agit très très fort. Hein. Et le perchlorure de fer va bouffer l'alumine qu'il y a dessus et pouf, va attaquer l'aluminium. Et là c'est mousse, acide, gaz, tout ce qu'on veut. Donc attention à ce genre d'expérience. Et voilà. Donc je conseille d'avoir de quoi faire ses propres circuits parce que ça fait gagner beaucoup de temps pour faire des protos, pour faire ses expériences. Et finalement ça coûte pas cher d'investir là-dedans. Et c'est tout bête, mais ça tient à vie quoi. J'ai ça depuis des années et c'est toujours pareil, ça tourne pareil. Voilà. Donc voilà, c'était faire ses circuits à la maison, facile et pas cher.